En 1931, le pain coûtait 9 cents et le chômage atteignait 16%. Des familles se demandaient comment nourrir 5 enfants avec 1 dollar par semaine. Leur invention a changé à jamais la gastronomie américaine. Le numéro 17 était tellement controversé que les enseignants l'ont interdit dans les boîtes à lunch. Le troisième fait appel à une réaction chimique que les scientifiques ont redécouverte seulement en 2019. Ces sandwichs étaient si efficaces que les entreprises agroalimentaires ont passé des décennies à essayer de nous les faire oublier. Si vous saviez ce que votre arrière-grand-mère savait, vous n'achèteriez plus la moitié de vos courses. Abonnez-vous, car cela pourrait changer votre façon de penser à la nourriture. Passons en revue les 30 sandwichs les plus ingénieux qui ont disparu des tables américaines. Numéro 30. Le sandwich au sucre. Avant que la confiture ne soit vendue en pot et que le beurre de cacahuète ne coûte 500, les mères de la région poussiéreuse tartinaient du beurre sur du pain blanc et le saupoudraient de sucre en poudre. C'était le déjeuner. Le croquant des cristaux de sucre contre le pain moelleux, la façon dont le beurre liait le tout. En 1932, une livre de sucre coûtait 5 cents, ce qui en faisait la friandise la moins chère qu'un enfant pouvait goûter. En Oklahoma et au Kansas, où les champs de blé se transformaient en poussière et où le bétail mourait sur pied, le sandwich au sucre était synonyme de survie. Les enfants les transportaient à l'école, enveloppés dans du papier ciré, gênés mais rassasiés. Le beurre apportait des matières grasses et des calories. Le sucre m'a fourni l'énergie nécessaire pour les corvées de l'après-midi. En 1940, lorsque l'économie commença à se redresser, le sandwich au sucre disparut des boîtes à lunch presque du jour au lendemain. Les mères voulaient oublier. Or, les scientifiques de l'alimentation savent désormais que la combinaison de matières grasses et de sucre simple permet une absorption d'énergie rapide. Exactement ce dont un enfant malnutri avait besoin pour tenir le coup pendant une journée d'école. Votre arrière-arrière-grand-mère n'était pas seulement désespérée, elle était brillante par accident. Numéro 29. Le sandwich au ketchup. Quand le réfrigérateur ne contenait plus que des condiments et que l'argent pour les courses était épuisé 3 jours plus tôt, les mères se rabattaient sur la bouteille de Heinz, 2 tranches de pain et une épaisse couche de ketchup. C'était le dîner. Les tomates et le ketchup apportaient de la vitamine C et le vinaigre facilitait la digestion. Dans des villes comme Détroit et Pittsburgh, où les fermetures d'usines ont laissé des quartiers entiers sans emploi, le sandwich au ketchup est devenu si courant que les enfants ont cessé de remarquer son étrangeté. Une bouteille coûtait 12 centimes et durait 2 semaines si on faisait attention. Certaines familles ajoutaient une tranche d'oignon lorsqu'elles en avaient. Le sandwich au ketchup était à la fois honteux et nourrissant. Elle a permis à des enfants de survivre quand rien d'autre ne le pouvait. Numéro 28. Le sandwich au saindoux. Dans les bassins houillés de Pennsylvanie et de Virginie occidentale, où les familles de mineurs vivaient grâce au bon et au prix de l'entreprise, le saindoux était moins cher que le beurre et 2 fois plus garnissant. Les mères en tartinaient généreusement du pain rassis, le saupoudrèrent de sel et le tendaient à leur mari, qui partait travailler sous terre pendant 12 heures. La teneur en matière grasse était stupéfiante. Près de 900 calories dans un seul sandwich. Mais pour ces hommes qui maniaient la pioche dans l'obscurité, ces calories faisaient la différence entre terminer leur service et s'effondrer. Les enfants mangeaient aussi de gros sandwichs, leur corps en pleine croissance, ayant désespérément besoin de n'importe quelle source d'énergie. Un seau de 5 livres coûtait 30 cents et nourrissait une famille pendant 1 mois. L'arrivée de la graisse végétale dans les années 1940, promettant une propreté moderne, a fait disparaître le saindoux des cuisines américaines. Nous avons troqué une graisse naturelle que les humains consommaient depuis 10 000 ans contre une alternative transformée dont nous savons maintenant qu'elle provoque des maladies cardiaques. Numéro 27. Le sandwich aux pommes de terre. Reste de purée de pommes de terre froides du dîner d'hier soir, étalé entre 2 tranches de pain.
C'était le repas du midi des ouvriers dans les villes industrielles, de Buffalo à Baltimore. Des glucides empilés les uns sur les autres, créant un repas dense et rassasiant pour un coût quasi nul. Les pommes de terre se vendaient à 2 centimes la livre pendant les pires années. Une famille pourrait en acheter 10 livres et manger pendant une semaine. Les mères les écrasaient avec un peu de lait et de sel, les servaient chauds pour le dîner, puis emballaient les restes dans des sandwichs pour les repas du lendemain. Le sandwich aux pommes de terre était une question de survie pure et simple. Un maximum de calories pour un minimum de dépenses. Aujourd'hui, nous payons plus cher pour des pommes de terre farcies dans les chaînes de restaurants, sans jamais réaliser que nous mangeons un sandwich digne de la Grande Dépression avec un marketing plus moderne. Numéro 26. Les insectes. Le sandwich à l'oignon. Oignon cru finement émincé, disposé en couches, sur du pain beurré et généreusement salé. C'était le dîner des célibataires, le déjeuner des travailleurs de nuit. En 1933, les oignons coûtaient un penny pièce. Ils se conservaient des semaines dans une cave fraîche. Elles fournissaient des vitamines qui prévenaient le scorbut à une époque où les légumes frais étaient un luxe. Les ouvriers travaillant sur les chaînes de montage pouvaient repérer un consommateur de sandwich à l'oignon à 3 mètres de distance. Mais son goût, à la fois acidulé et sucré, et finalement satisfaisant, justifiait le coût social. Le sandwich à l'oignon, c'était la solitude dans une assiette. Les Français n'ont jamais cessé de manger leur soupe à l'oignon, et ils appellent ça de la cuisine. Numéro 25. Le sandwich à la mayonnaise. Dans le Sud, où Hellmann's n'avait pas encore franchi la ligne Mason-Dixon et où Dukes régnait en maître, les mères tartinaient de la mayonnaise sur du pain blanc moelleux et appelaient ça le déjeuner. Les œufs et la mayonnaise apportèrent des protéines et l'huile des matières grasses. Un pot coûtait 15 cents et permettait de faire d'innombrables sandwichs. Les enfants qui n'avaient jamais goûté à une vraie salade d'œufs ne savaient pas ce qu'il manquait. Ils mangèrent leur sandwich à la mayonnaise avec un contentement silencieux. Aujourd'hui, on met de l'aioli partout et on fait comme si on avait inventé quelque chose de nouveau. Premièrement, rupture de motif. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque le beurre de cacahuète est devenu abordable au milieu des années 1930, il a transformé le sandwich américain du jour au lendemain. Avant Skippy, avant Jif, les mères broyaient elles-mêmes leurs cacahuètes ou les achetaient auprès de vendeurs locaux qui les préparaient fraîches. L'huile s'est séparée et la texture était granuleuse. En 1932, un pot de beurre de cacahuète commercial coûtait environ 23 cents. Cher pour l'époque de la Grande Dépression, mais il se conservait des semaines, ne nécessitait pas de réfrigération et fournissait les protéines dont les enfants en pleine croissance avaient désespérément besoin. En 2018, des chercheurs en sciences alimentaires de l'Université de Géorgie ont testé des recettes de beurre de cacahuète datant de la Grande Dépression. Les versions artisanales contiennent près de 2 fois plus de protéines que les marques commerciales modernes, car elles n'étaient pas enrichies en sucre, en sel et en stabilisant. Le beurre de cacahuète de votre grand-mère rendait ses enfants plus forts. La version que vous achetez chez Walmart enrichit les Smuckers. Nous avons perdu quelque chose en confiant le broyage aux grandes entreprises. Numéro 24. Le sandwich à la banane. Des bananes coupées en tranches sur du pain beurré, parfois saupoudré de sucre, parfois avec une touche de mayonnaise. C'était l'enfance d'Elvis Presley, bien avant qu'il n'y ajoute du beurre de cacahuète et du bacon, et qu'il n'en fasse une légende. Dans les années 1930, les bananes coûtaient 10 cents la douzaine, importées d'Amérique centrale. Pour des enfants qui voyaient rarement des fruits frais, le sandwich à la banane était exotique et merveilleux. Les mères écrasaient les bananes pour les bébés et les coupaient en tranches pour les écoliers. Quand Elvis a préparé son fameux sandwich frit au beurre de cacahuète et à la banane des décennies plus tard, il renouait avec les plats réconfortants de son enfance dans le Mississippi. Numéro 23. Le sandwich à la moutarde. De la moutarde jaune étalée en épaisses couches sur du pain.
parfois sans rien d'autre. C'était le désespoir rendu comestible, le dernier recours avant que la faim ne l'emporte. Un pot de moutarde coûtait 500 et durait des mois. Cela n'apportait aucune valeur nutritive réelle, juste une saveur suffisamment forte pour convaincre votre estomac qu'il y avait quelque chose. Dans les bidonvilles qui ont surgi aux abords de chaque ville américaine, les hommes mangeaient des sandwichs à la moutarde, car c'était tout ce qu'ils avaient. Le sandwich à la moutarde ne demandait rien et ne donnait presque rien en retour. C'était une question de survie pure, dépouillée de tout confort et de toute prétention. Cela a permis aux hommes de rester en vie assez longtemps pour voir l'économie se redresser. Numéro 22. Le sandwich au beurre de cacahuètes et au cornichon. Cela ressemble à un défi lancé pendant la Grande Dépression, mais c'était tout à fait sérieux. Le goût salé du cornichon contrebalançait l'onctuosité du beurre de cacahuètes. Le croquant apportait une texture que le pain moelleux ne pouvait pas offrir seul. Les femmes enceintes en raffolaient. Les enfants le réclamaient. En 1936, le sandwich au beurre de cacahuètes et au cornichon s'était répandu du Kansas au Kentucky, transmis entre les repas partagés à l'église et les commérages du quartier. Elle a survécu à la crise économique et à la guerre. Aujourd'hui, il apparaît sur les blogs culinaires comme un trésor redécouvert. Nous avions oublié que nos arrière-grands-mères l'avaient découvert en premier. Numéro 21. Le sandwich au pain et à la sauce. Une fois le rôti terminé et qu'il ne restait que le jus de cuisson, les mères versaient de la sauce entre deux tranches de pain et appelaient cela le souper. La sauce était tout simplement divine. Graisse de bœuf, farine, eau, sel. Elle conservait le souvenir de la viande longtemps après qu'elle ait disparu. Les enfants ont trempé leur pain jusqu'à ce qu'il s'effrite. Un seul rôti peut nourrir une famille pendant 3 jours, puis fournir de la sauce pour 3 autres. Rien n'a été gaspillé. Les restaurants modernes servent du pain avec des sauces onéreuses et le facturent 8 $. Nos arrière-grands-mères auraient bien ri. Numéro 20. Le sandwich au pain de maïs à l'eau chaude. Dans le sud profond, où la farine de blé était chère et où la semoule de maïs était moulue au moulin local pour quelques centimes, les mères mélangeaient la semoule de maïs avec de l'eau bouillante, la façonnaient en galettes et les faisaient frire dans du saindoux. Ouverte en deux et remplie de sirop de sorgho, de graisse de bacon ou d'une noisette de beurre, c'était devenu le sandwich du pauvre au sud de la ligne Mason-Dixon. La cuisson à l'eau chaude a activé l'amidon, ce qui a rendu le pain plus dense et plus nourrissant. Le sandwich au pain de maïs à l'eau chaude était une ingéniosité afro-américaine transmise de génération en génération par la survie, une technique que les cuisiniers esclaves avaient développée et que leurs descendants ont perfectionnée. Elle mérite plus de respect que l'histoire ne lui en a accordé. Numéro 19. Le sandwich aux haricots. Des haricots peints au froid, légèrement écrasés à la fourchette et étalés sur du pain comme une pâte grossière. Voici le déjeuner de lundi au Texas et au Nouveau-Mexique. Une livre de haricots secs coûtait 5 cents et nourrissait une famille pendant 1 semaine. Les ouvriers transportaient des sandwichs aux haricots jusqu'aux gares de triage et aux champs pétrolifères. Certains y ont ajouté une tranche d'oignon cru, d'autres préféraient une touche de sauce piquante. Le sandwich aux haricots était simple et copieux. Il fournissait des glucides complexes, des fibres et des protéines végétales dans des proportions que les nutritionnistes modernes qualifient désormais d'idéales. Nos arrière-grandes-mères n'avaient pas besoin de la science pour savoir ce qui fonctionnait. Deuxièmement, rupture de motifs. Voici quelque chose que les livres d'histoire n'enseignent pas. Durant la Grande Dépression, le gouvernement des États-Unis a activement découragé la consommation de plusieurs de ces sandwichs. Le Bureau d'économie domestique a publié des brochures mettant en garde les mères contre le fait de donner aux enfants trop de matières grasses, trop d'amidon et trop de calories vides. Il vendait des légumes et des fruits que les familles pauvres ne pouvaient pas se permettre. En 1934,
une enseignante d'économie domestique de l'Oklahoma, a été licenciée pour avoir appris à ses élèves à faire des sandwichs au sucre. Le conseil scolaire a qualifié cela de promotion d'une mauvaise alimentation. Les parents appelèrent du fromage râpé mélangé à des piments hachés et à de la mayonnaise étalée en couches épaisses sur du pain blanc moelleux. C'était le champion des repas partagés à l'église, le plat des funérailles. Pendant la Grande Dépression, le fromage pimenté a permis de transformer le cheddar coûteux en quelque chose qui pouvait nourrir une foule. Les mères y ajoutaient leur propre version, gardant les recettes comme des secrets de famille. Le sandwich au fromage pimenté était la démocratie dans l'assiette, servi aussi bien aux bals de débutantes qu'aux fêtes de poissons frits. Numéro 15. Le sandwich aux œufs frits. Un œuf frit dans de la graisse de bacon jusqu'à ce que les bords soient croustillants et le jaune coulant, placé entre deux tranches de pain. En 1932, les œufs coûtaient 12 cents la douzaine, ce qui en faisait la source de protéines complète la moins chère disponible. Les familles qui élevaient des poules dans des poulaillers de jardin bénéficiaient d'un accès encore moins cher. Le sandwich aux œufs frits ne demandait rien de compliqué au cuisinier. Chauffer une poêle, casse un œuf. Attendez. La graisse du bacon apportait une saveur que le beurre ne pouvait égaler. Un souvenir de viande dans des foyers qui n'avaient pas vu de côtelettes de porc depuis des mois. Les enfants mangeaient leur sandwich aux œufs frits, le jaune coulant sur leur menton et s'imbibant dans le pain devenu doré et moelleux. Le sandwich aux œufs frits était purement économique. Une nutrition optimale pour un coût minimal. Il n'a jamais quitté les tables américaines, même si on le qualifie désormais d'artisanal et qu'on le vendait 12 $ dans les cafés de Brooklyn. Numéro 14. Le pire sandwich au foie. Tartine de saucisse de foie sur du pain de seigle, avec une tranche d'oignon et une touche de moutarde. C'était la réponse germano-américaine à la pénurie de protéines. Le foie coûte moins cher que toute autre viande préparée, car il utilise les parties du porc que les Américains jettent autrement. Le pire sandwich au foie s'est retrouvé dans les boîtes à lunch de Milwaukee à Saint-Louis. Elle ne s'est estompée que lorsque la prospérité a fait honte aux Américains des aliments que leur avaient permis de survivre. Numéro 13. Le sandwich au pain d'olive. Pain aux olives tranchées. Cette étrange viande rose transformée parsemée d'olives vertes farcies au piment, le tout étalé sur du pain blanc avec de la mayonnaise. C'était le sandwich optimiste. Le pain aux olives coûte plus cher que le saucisson de Bologne nature, mais moins cher que le vrai jambon. Le sandwich au pain aux olives disait « Nous ne sommes pas riches, mais nous ne sommes pas pauvres non plus ». Troisième rupture de motif. C'est là que l'histoire de l'alimentation prend une tournure sombre. Durant la Grande Dépression, les fabricants de produits alimentaires ont délibérément créé des produits destinés à faire oublier aux Américains comment cuisiner à partir de zéro. General Mills a lancé Bisquick en 1931. Betty Crocker, un personnage fictif créé pour ressembler à une amie de confiance, encourageait les femmes à abandonner les recettes de leur mère. Le message était clair. Vous êtes trop occupés pour cuisiner correctement. Ce que les publicités ne mentionnaient pas, c'est que les biscuits faits maison coûtaient beaucoup moins cher que les biscuits Bisquick et avaient meilleur goût. Nos arrière-grand-mères savaient comment créer quelque chose à partir de rien. Leurs petits-enfants savent ouvrir les paquets. Nous avons troqué la sagesse contre la facilité, et l'industrie alimentaire a engrangé des milliards grâce à cet échange. Numéro 12. Le rêve du fromage. Un sandwich ouvert au fromage américain fondu sous le grill jusqu'à ce qu'il bouillonne et dore. La chaleur a transformé un fromage industriel bon marché en un mets riche et savoureux. Lorsque l'économie s'est redressée, le rêve du fromage s'est effacé au rang de souvenir d'enfance. On l'a simplement rebaptisé Grilled Cheese et on a fait semblant d'avoir inventé quelque chose de nouveau. Numéro 11. Le sandwich au fromage de tête. Fromage de tête tranché. Cette viande gélifiée, faite à partir de morceaux de tête de porc, est étalée sur du pain avec de la moutarde et des cornichons.
Le fromage de tête était courant dans les cuisines des immigrants et les familles le servaient sans gêne. Les familles allemandes le mangeaient avec fierté. Les familles polonaises le considéraient comme un mets délicat. Les enfants nés aux États-Unis faisaient semblant de ne pas savoir de quoi il était fait. Le sandwich a disparu lorsque les enfants ont grandi et ont voulu avoir l'air américain. Dans notre empressement à nous assimiler, nous avons perdu quelque chose de précieux. Numéro 10. Le sandwich au steak de saumon. Du saumon en conserve mélangé à de la chapelure et à un œuf façonné en galette et frit jusqu'à ce qu'il soit doré. C'était le dîner du vendredi pour les familles catholiques qui n'avaient pas les moyens de s'offrir du poisson frais. Une boîte coûte 15 et permet de faire 8 galettes. On trouve encore du saumon en conserve. Les sandwichs ont disparu car le rituel qui les rendait nécessaires s'est estompé. Numéro 9. Le sandwich au bœuf haché. Du bœuf séché, finement tranché et mariné dans une sauce au lait, servi sur des toasts. L'armée a utilisé un terme inqualifiable. Les familles appelaient ça le souper. Le sandwich au bœuf haché a survécu jusque dans les années 1950, puis a disparu avec la baisse de fréquentation des restaurants. Une autre victime de la révolution du fast-food. Numéro 8. Le sandwich au jambon. Le jambon Underwood, tartiné sur du pain, ne révèle que son intensité épicée propre. Les boîtes coûtaient 10 cents et duraient une éternité. Le sandwich au jambon développé était de survie portable, un repas qui tenait dans une poche. Underwood vend encore aujourd'hui du jambon désossé. Presque personne ne l'achète. Numéro 7. Le sandwich à la fausse tarte aux pommes. Des biscuits Ritz cuits au four avec du jus de citron, du sucre et de la cannelle jusqu'à ce qu'ils aient presque le goût de pomme, puis fourrés entre des tranches de pain. Les enfants qui n'avaient jamais goûté à une vraie tarte aux pommes ne connaissaient pas la différence. Les scientifiques de l'alimentation ont étudié cela avec un intérêt sérieux. Les biscuits Ritz contiennent juste assez de matière grasse pour leur donner une texture semblable à celle d'une pomme. Cela ne devrait pas fonctionner. Oui. Numéro 6. Le sandwich à la langue. Langue de bœuf bouillie jusqu'à tendreté, finement tranchée et disposée sur du pain de seigle avec de la moutarde et du roquefort. C'était de la charcuterie juive adaptée aux cuisines familiales, une façon d'acheter de la viande qui coûtait 2 fois moins cher que la poitrine de bœuf parce que les Américains ne savaient pas quoi en faire. La langue se vendait 20 cents la livre, alors que le bœuf ordinaire coûtait le double. La cuisson était longue, des heures de mijotage, jusqu'à ce que la viande coriace devienne soyeuse et savoureuse. La peau extérieure s'est détachée pour révéler une chair rose qui se tranchait comme le meilleur rôti de bœuf. Le sandwich à la langue est apparu dans les quartiers juifs de New York à Chicago. Partout où les immigrants avaient apporté leur savoir-faire en matière de restauration économique. Le goût était doux et prononcé, la texture incroyablement tendre. Les enfants qui ont grandi en mangeant des sandwichs à la langue s'en souvenaient comme d'un luxe, sans se rendre compte qu'ils mangeaient la nourriture de la pauvreté. Numéro 5. Le sandwich SA. Pieds et oreilles, de porc mariné, hachés et pressés en pain. Tranchés finement sur du pain avec des oignons et de la sauce piquante. C'était de la cuisine soul, avant même que l'on utilise ce terme. Cela fait partie de la tradition afro-américaine de créer de la magie à partir des parties du cochon que les familles blanches jetaient. Dans le Sud, la musique ne coûtait presque rien car les bouchers ne pouvaient pas vendre les extrémités du porc à leurs clients habituels. Les familles noires les achetaient pour une bouchée de pain, les faisaient mariner dans du vinaigre et des épices, et les transformaient en un aliment qui a nourri des générations. Le sandwich du Sud était présent lors des fêtes de poissons frits, des soupers paroissiaux, des réunions de famille et des déjeuners du samedi. Le goût était acidulé et riche, la texture un mélange de viande tendre et de cartilage moelleux, et il fallait s'y habituer. Mais la persévérance était récompensée. Les enfants ont appris à aimer le souse
auprès de leur grand-mère qu'il avait appris de leur propre grand-mère. Une tradition qui remonte à l'esclavage et à la survie. Le sandwich du Sud n'a jamais complètement disparu des communautés noires du Sud. C'est trop important pour l'oublier. Numéro 4. Le sandwich hot dog. Pas un hot dog dans un pain. Un hot dog coupé en deux dans le sens de la longueur, frite à plat et placé entre deux tranches de pain. La saucisse de Francfort aplatie et frite jusqu'à ce qu'elle soit croustillante sur les bords. Cela a recouvert plus de pain. Il semblait y avoir plus de nourriture. Couper, aplatir et frire. Un maximum de satisfaction avec un minimum de viande. Numéro 3. Le sandwich au pain et aux cornichons. On consommait comme repas des cornichons aigres doux en couches épaisses entre des tranches de pain beurré. En 2019, des scientifiques modernes de l'alimentation ont découvert que le processus de fermentation crée des bactéries bénéfiques qui facilitent la digestion et que le vinaigre aide à réguler la glycémie. Ce qui ressemblait à du désespoir était en réalité une alimentation saine. Le sandwich au pain et aux cornichons de votre arrière-arrière-grand-mère était plus sain que la plupart des aliments que nous consommons aujourd'hui. Numéro 2. Le sandwich voleur de sommeil. Du café versé sur du pain rassis et mangé à la cuillère. L'effet de la caféine a été rapide. Le pain fournissait à l'estomac de quoi travailler. On le trouvait dans les pensions de famille et les camps de cheminots. Le sandwich voleur de sommeil a disparu lorsque les conditions de travail se sont améliorées. Numéro 1. Le sandwich au souhait. 2 tranches de pain sans rien entre elles. Tu aimerais bien avoir de la viande? Tu aimerais bien avoir du fromage? Vous souhaiteriez avoir quoi que ce soit. C'était la dépression à son paroxysme. Les familles qui avaient mangé les sandwichs à vœux n'en ont plus parlé par la suite. Ils essayaient d'oublier le goût de la faim, à peine masqué par le pain. Les enfants mangeaient des sandwichs remplis de vœux et comprenaient viscéralement ce que signifiait la pauvreté. Cette compréhension a façonné toute une génération. Cela leur a permis de conserver les ficelles, de réutiliser le papier aluminium et de ne jamais jeter de nourriture. Le sandwich à souhait n'était pas une recette. C'était une cicatrice qu'une génération entière a portée en silence. Nous leur devons de nous souvenir. Voici mon défi. Essayez-en un cette semaine. Un seul. Pas le sandwich des vœux. Jamais le sandwich aux vœux, mais vous pourriez essayer le sandwich au sucre pour vos enfants, le sandwich à la tomate en été, ou le sandwich au beurre de cacahuètes et aux cornichons. Ça paraît fou, mais ça marche. Alors revenez me dire si je me trompe. Dites-moi si votre arrière-arrière-grand-mère était simplement désespérée ou si elle connaissait réellement quelque chose sur la nourriture que nous avons oubliée. Dites-nous en commentaire lequel vous allez essayer. Je voudrais savoir si le sandwich au saumon est toujours proposé au menu du vendredi. Je voudrais savoir si le sandwich au souhait a une signification pour les personnes dont les familles n'ont jamais parlé de la dépression. Car il ne s'agissait pas de simples sandwichs. C'était une question de survie. Ils étaient l'espoir. Ils prouvaient que les êtres humains peuvent créer quelque chose à partir de presque rien et l'appeler dîner. Votre arrière-arrière-grand-mère le savait. Maintenant, vous le savez aussi.